Tout d'abord, pour commencer, quelques observations générales sur le type de sujet auquel les candidats, lors de cette session, ont été confrontés. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est un sujet de type cas pratique qui se présente sous la forme d'une consultation juridique. De ce point de vue, les objectifs annoncés dans le cadre de la réforme sont plutôt atteints, puisque c'est assez proche de l'exercice pratiqué au quotidien par les avocats. Vous devez, dans le cadre de ce sujet, jouer le rôle d'un stagiaire dans un cabinet d'avocats, interrogé par un client qui souhaite connaître les chances de succès d'une éventuelle action en justice qui serait intentée à l'encontre de certains protagonistes avec qui existe un différend, de façon à permettre ensuite à ce client, cette cliente en l'occurrence, de déterminer si oui ou non cela vaut la peine de lancer cette procédure. On est vraiment face à un exercice pratiqué de façon très récurrente par un cabinet d'avocats. Donc c'est assez représentatif de la réalité du monde professionnel du métier d'avocat. À ceci près néanmoins, on peut le remarquer que contrairement à la réalité du monde professionnel, les candidats ont à traiter un sujet qui se présente sous la forme d'un énoncé de faits, avec un certain nombre de questions à traiter, mais pas de pièces. Pas de pièces à analyser, alors que bien entendu, c'est là souvent que le bât blesse en pratique. Pour autant, on peut imaginer qu'aux yeux de la Commission nationale d'examen, le niveau de difficulté de ce type de sujet est déjà suffisamment élevé sans qu'il soit besoin d'en rajouter en annexant au sujet un certain nombre de documents que les candidats auraient vocation à étudier en seulement 3 heures de temps. On peut également relever qu'à l'instar d'un certain nombre de sujets des années précédentes, le sujet en question, qui avait vocation à être traité lors de cette session 2019, était relatif à une situation purement précontentieuse. Aucun contentieux n'était alors en cours, et on sait très bien qu'en pratique, ce n'est pas neutre en termes de réflexion stratégique. Aucune procédure n'était en cours au moment où les candidats avaient vocation à composer. On est donc là dans une situation purement précontentieuse, avec pour objectif d'anticiper les chances de succès d'une éventuelle action à venir. Alors avant de rentrer plus avant dans le détail de ces éléments de correction, il me semble important de vous sensibiliser à ce qui me semble être, par expérience, les principales attentes du jury. Face à ce type de sujet, vous devez vous composer en vous mettant autant que possible dans la peau d'une future avocate ou d'un futur avocat, sachant que l'objectif au travers de cette épreuve, c'est de démontrer que vous possédez les qualités requises pour réussir cet examen et puis surtout demain pour pouvoir exercer ce métier d'avocat. À cet égard, l'avocat, face à un client qui l'interroge pour connaître les chances de succès d'une éventuelle action à venir, ce qui va lui permettre ensuite de se déterminer et de prendre une décision quant au lancement ou non de ce contentieux, ce qu'il faut, c'est identifier, c'est vraiment fondamental à mon sens, identifier les points forts et les points faibles de notre dossier en anticipant les arguments qui vont pouvoir nous être opposés par la partie adverse. On est vraiment là face à une partie d'échec. Et l'objectif, c'est de tenter autant que possible d'avoir un coup, 2 coups, 3 coups d'avance, voire davantage. C'est ça l'art, à mon sens, de l'avocat. C'est sa capacité à analyser les forces et les faiblesses du dossier de son client, les forces et les faiblesses du dossier de l'adversaire, de manière à anticiper autant que possible les arguments qui vont pouvoir nous être opposés. Et pour prendre une image, à mon sens assez parlante, vous pouvez avoir à l'esprit l'image de la balance, la fameuse allégorie de la balance, de la justice, où on va faire en sorte de mettre de chaque côté de la balance, dans chaque plateau, les moyens de droit et de fait qui vont pouvoir être développés par chaque partie. Et on va ainsi anticiper l'office du juge, et le juge va ainsi, au travers de l'exercice de son office, déterminer, selon lui, dans quel sens la balance de la justice a vocation à pencher. C'est ça, de manière illustrée, le raisonnement que l'on attend de la part de l'avocat.
Vous pouvez vous convaincre et convaincre le jury de la pertinence de ce raisonnement en vous rappelant que l'objectif à atteindre, assigné par la cliente, est d'obtenir l'annulation du contrat ainsi que la restitution du prix versé. Or, que ce soit sur le fondement du dol ou sur le fondement de l'erreur, les objectifs assignés par la cliente peuvent être théoriquement atteints. D'où la pertinence du raisonnement sur l'un et l'autre fondement. Tout d'abord, les chances de succès d'une éventuelle action fondée sur le dol. Alors, pour l'essentiel, le dol pourra être caractérisé au travers de la réunion d'une part d'un élément matériel, notamment la tromperie, le mensonge, et d'un élément intentionnel, c'est-à-dire la volonté de tromper le co-contractant dans le but de l'amener à contracter. Et bien entendu, et c'est là où cela se rapproche de la réalité pratique, de la réalité du monde professionnel, il ne suffit pas d'avoir raison en théorie, encore faut-il pouvoir le démontrer. Ce qui posera le problème de la preuve. Or, bien entendu, en tant que demanderesse à l'action, il appartiendra à notre cliente de rapporter la preuve de cet éventuel dol, en vertu notamment de l'article 9 du Code de procédure civile. Et sur le plan des règles de preuve, il importe d'avoir à l'esprit que le dol est un fait juridique qui pourra être prouvé librement, par tout moyen en principe, et ce, conformément à l'article 1358 du Code civil. Ce cadre juridique étant brièvement rappelé, encore faut-il déterminer si, en l'espèce, il sera possible pour notre cliente de rapporter une telle preuve. Est-ce qu'elle va être en mesure de prouver avoir été victime d'un dol au sens des dispositions du Code civil? Ainsi, y a-t-il eu véritablement un mensonge, comme elle le prétend, de la part de François Jus, son co-contractant? Pour l'essentiel, ce qu'il fallait mettre en évidence et identifier dans le cadre d'un tel sujet, c'est que cela va être assez difficile à établir. Cela va être assez difficile à établir parce que on ne connaît pas véritablement la teneur exacte du rapport d'audit, dans la mesure où, dans l'énoncé, on n'en reproduit pas la teneur. Nous ne pouvons que raisonner à partir d'un certain nombre de passages qui constituent de sorte d'indications à partir desquelles on va tenter de déceler quel pouvait être le contenu exact de ce rapport d'audit qui a manifestement joué un rôle déterminant dans la conclusion de ce contrat et dans le consentement donné par notre cliente à cette opération. Dans le cadre de l'énoncé, on sait notamment que ce rapport d'audit, effectué à la demande de François Jus par son ancien commissaire aux comptes à la retraite, eh bien, qu'étaient annoncés des bénéfices très importants à venir au regard de marchés précis à conclure avec les principales universités françaises et francophones. Voilà, pour l'essentiel, les indications qui nous sont données dans l'énoncé. Et il faut faire avec. Or, il faut bien entendu relever, et je pense que le jury le valorisera, relever que nous manquons d'éléments. Il faut être prudent à cet égard, parce que justement, faute de posséder l'intégralité du contenu du rapport d'audit, on doit se garder de conclusions trop précises et d'être trop affirmatif. Il faudra donc faire preuve de prudence au niveau des conclusions qui peuvent être tirées. Pour autant, ce genre de tournure de phrase, marché précis à conclure avec les principales universités françaises et francophones, ceci laisse à penser que ces marchés devaient être conclus avec un certain degré de certitude. Pour déterminer ainsi s'il y a eu un véritable mensonge imputable à François Jus, il faut déterminer si le rapport d'audit litigieux, qui est une pièce maîtresse dans ce dossier, faisait ou non état d'une conclusion certaine des marchés qui devaient être conclus par cette société d'édition avec les principales universités françaises et francophones. Ou bien s'il s'agissait simplement de l'éventualité de la conclusion de tel marché. Évidemment, ça change tout. Puisque
si le rapport d'audit faisait état d'une conclusion certaine de ces marchés, alors qu'il n'en était rien, alors que ces marchés n'allaient pas forcément être conclus de façon certaine et qu'il y avait donc un aléa, cela pourrait tendre à caractériser, au moins sur le plan matériel, un mensonge. Alors que, à contrario, si le rapport faisait état d'une conclusion incertaine de ces marchés, ainsi si un aléa était mis en évidence à la lecture de ce rapport d'audit, eh bien alors, il s'agissait d'une simple possibilité de conclusion, de sorte qu'il paraît difficile sur le plan matériel de se prévaloir d'un mensonge, d'une présentation inexacte de la réalité. Or, la rédaction de l'énoncé et l'emploi de certains termes comme « annoncer des bénéfices importants à venir »,« au regard de marchés précis à conclure », ce genre de tournure de phrase laisse penser que le rapport d'audit évoquait une conclusion certaine de ces marchés. Or, dans la mesure où, in fine, les marchés en question n'ont finalement pas été conclus ou renouvelés, ou bien, dans une certaine mesure, ont été conclus mais à prix cassé, il paraît possible pour notre cliente, la société Low Equity, de soutenir que les mentions précitées contenues dans le rapport d'audit présentaient un caractère mensonger. Mais là, il faut absolument, à mon sens, mettre en évidence dans vos copies, de façon à démontrer que vous n'êtes pas dupe de ces difficultés probatoires, que vous êtes déjà dans la peau d'une future avocate ou d'un futur avocat, et que vous êtes parfaitement consciente que probablement c'est là où le procès va se jouer, en fonction de la possibilité qui va être la nôtre de convaincre le juge du caractère mensonger des mentions contenues dans le rapport d'audit. Et ça passera très probablement, en pratique, par une interprétation de ce rapport d'audit dont, encore une fois, nous ne connaissons pas le contenu exact. Vous devez donc, encore une fois, faire preuve d'une certaine prudence et ça doit se ressentir au travers de la manière dont vous allez rédiger votre copie, de manière à ce que vous n'affirmiez pas ce que vous ne pouvez pas faire en l'état de simples éléments partiels qui vous sont donnés dans l'énoncé. À supposer, par simple hypothèse, que le juge soit convaincu à cet égard que le rapport d'audit peut être considéré comme étant effectivement, on va dire, inexact, la question se pose de savoir si on peut aller jusqu'à dire qu'il s'agissait d'un mensonge. Et c'est là où il est probable que du côté de la partie adverse, du côté de la défense de François Jusse, on plaide la simple inexactitude en mettant notamment en évidence que ce rapport d'audit n'a pas été établi par ce fameux François Jusse, mais par l'ancien commissaire aux comptes à la retraite. Et de ce point de vue-là, on imagine assez aisément qu'il puisse se prévaloir de ce qu'en réalité il n'y est pour rien, parce qu'il avait fait confiance à cet ancien commissaire aux comptes qui est l'auteur de ce rapport d'audit. Sous-entendu, ce n'est pas ma faute, s'il y a des inexactitudes, c'est à cause de lui, je n'y suis pour rien. Vous ne pouvez pas me reprocher à cet égard une attitude dolosive, un comportement de nature à vous avoir trompé dans le but de provoquer votre consentement au contrat de cession de part sociale. Or, du côté de notre cliente, il paraît possible, stratégiquement, d'invoquer l'existence d'un dol par connivence, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un tiers. Cela est prévu expressément par l'article 138 alinéa 2 du Code civil, mais là encore, si cette possibilité théorique existe, encore faudra-t-il en rapporter la preuve. Étant rappelé que c'est notre cliente qui supporterait dans une telle hypothèse la charge de la preuve en qualité de demanderesse à l'action. Sachant que dans une telle configuration, il est assez fortement probable que tant François Jusse que l'ancien commissaire aux comptes vont s'offusquer que de telles accusations de connivence ou de complicité soient formulées à leur encontre, et ils vont donc contester tout cela, le nier en bloc. D'où la question de savoir si nous possédons au regard des éléments de l'énoncé suffisamment d'éléments pour le prouver face à de telles contestations. Or, au regard des éléments de l'énoncé, il y a essentiellement une pièce à propos de laquelle les auteurs du sujet souhaitent que les candidats raisonnent. À savoir cette fameuse lettre anonyme qui a été reçue par notre cliente
et qui, manifestement, laisse entendre qu'il y aurait eu une telle connivence entre François Jusse et l'ancien commissaire aux comptes dans le but de la tromper. La difficulté, et c'est sans doute volontaire de la part des auteurs du sujet, c'est qu'on ne connaît pas le contenu exact de cette lettre anonyme. On sait juste qu'une lettre anonyme laissant entendre qu'il y ait eu une telle connivence a été reçue par notre cliente, ni plus ni moins. Et là encore, les candidats doivent faire avec. Et attention hors sujet. Il faut faire preuve de subtilité en exploitant pleinement cet élément sans réécrire, bien entendu, l'énoncé. C'est une lettre et une lettre anonyme. L'une des questions qui se pose à cet égard est de savoir si une telle pièce est susceptible d'être utilisée en vue de sa production en justice. En l'état actuel des règles probatoires et de la jurisprudence, rien ne s'y oppose. Rien ne s'y oppose, ce n'est pas en soi un élément illicite qui aurait vocation à être écarté d'emblée par le juge. On va donc pouvoir débattre du contenu de cette lettre anonyme. Simplement, à supposer, par hypothèse, que son contenu soit très clair et qu'il fasse directement mention de faits permettant de conclure à l'existence d'une telle collusion, d'une telle complicité entre l'ancien commissaire aux comptes et François Jusse, le risque, c'est qu'on nous oppose en face, justement, une absence de caractère probatoire ou à tout le moins qu'on tente de minimiser sa valeur probante en se plaignant de ce que, justement, c'est une lettre anonyme dont on n'est pas capable d'identifier l'auteur. Et donc, si on se mettait à la place de l'adversaire, on peut imaginer qu'il pourrait même aller jusqu'à soutenir qu'en réalité, on est nous-mêmes l'auteur de ce courrier et qu'on a voulu ainsi se fournir une pièce à nous-mêmes. Et là, on risque nous-mêmes d'être en difficulté pour convaincre le juge de la valeur probante d'une telle pièce. Et je pense que c'est l'essentiel à dire à propos d'une telle pièce. Certes, elle peut être produite, mais le juge risque de ne pas être pleinement convaincu par sa valeur probante, compte tenu en particulier de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons d'identifier l'auteur et donc d'authentifier sa provenance pour convaincre le juge qu'il y a lieu de tenir compte pleinement de son contenu quant à la démonstration de cette collusion, de cette complicité entre les deux. À partir de là, on en arrive à la conclusion que l'on peut tirer de cette analyse synthétique, rapide. Et bien que si de façon théorique, nous pouvons imaginer qu'il soit possible de construire une stratégie en vue de se prévaloir d'un dol en tant que vice du consentement, il y a un risque assez élevé que le juge ne soit pas convaincu par les pièces, par les éléments susceptibles d'être produits au soutien de cette thèse, de sorte que, à mon sens, au regard des éléments de l'énoncé, les chances de succès d'une telle action paraissent assez faibles. Dès lors, on peut notamment préconiser à la cliente de tenter autant que possible de renforcer son dossier et de voir s'il est possible de collecter des éléments de preuve supplémentaires pour augmenter ses chances de succès. À défaut, il y a lieu, c'est la phase suivante de notre raisonnement, d'analyser les chances de succès d'une éventuelle action fondée non plus sur le dol, mais sur une erreur, en tant que là encore, vice du consentement.